Avenue Ring 1 à Macampagne n'est plus à compter parmi les belles avenues de Kinshasa. La pluie y a tout détruit. Réunion de la Troïka à la primature, l'équipe économique du gouvernement inquiète de menaces de grève des chauffeurs du tronçon Matadi Kinshasa. Antenne A, le journal Jenny Valiante. Il est 19h. Merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 8 avril 2013 le projet de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Selon l'exposé de motifs, ce Conseil économique et social a pour vocation de donner des avis consultatifs sur des questions économiques et sociales soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Des explications dans ce commentaire que nous propose Laine Bofandombou, notre spécialiste en questions parlementaires, et Pépito Matondo pour les images. C'est après examen et adoption article par article que la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social a été votée par les députés nationaux. En effet, lors du débat, les élus se sont plus attardés sur la composition du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social va être une institution qui va devoir traduire justement les aspirations, et ici les aspirations profondes de nos bases respectives, parce qu'elle va contenir pratiquement les différentes composantes sociales et les composantes économiques et des corporations. Donc c'est une structure tant attendue qui doit être mise en place dans le meilleur délai. Les avis du Conseil économique et social seront également considérés par l'opinion tant nationale qu'internationale, non seulement comme une vraie sonnette d'alarme, mais aussi et surtout comme un grand témoignage de la volonté de la République d'impliquer toutes les couches sociales de la population congolaise dans l'élaboration des programmes socio-économiques qui les concernent directement, avec comme toile de fond la consolidation de la démocratie participative. Par ailleurs, la récolte des signatures va bon train au Palais du Peuple, tel que souligné par les députés UDPS Serge Mayamba. Comme nous l'avions soutenu dernièrement, la collecte des signatures continue et comme vous le savez, les députés n'ont pas le temps de se retrouver à tout moment. C'est avec surtout la tenue des plénières que les différentes listes sont en train de circuler pour permettre à ceux qui n'avaient pas signé de pouvoir apposer leur signature. Les députés de l'opposition sont décidés à en découdre avec le Premier ministre. Attendons voir. Dans l'actualité aussi, sachez que les rebelles du M23 ont attaqué cet avant-midi une dizaine de camions d'un contractant privé qui transportait des matériels de construction de la MONUSCO. Ces véhicules provenaient de Beni pour Goma dans la province du Nord Kivu. Selon le porte-parole civil de la MONUSCO, Madnodje Mounoubaye, la MONUSCO est en pourparlers avec les responsables du M23 pour faire libérer les matériels de la mission onusienne bloquée jusque-là à Kibumba, le quartier général du M23. Par ailleurs, à Kampala, les négociations se poursuivent entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ils vont adopter ce soir un calendrier sur la suite des travaux. Dans un autre chapitre, le bureau de la CENI a publié ce lundi 8 avril 2013 le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs pour la province de l'Équateur. Le 15 avril, c'est la date prévue pour le dépôt des candidatures à Mbandaka. Le 27 mai prochain, c'est la date prévue pour l'élection proprement dite. Les détails avec Eric Izami et Josène Belebele. Numéro 25 bar Cab bar Mini Intersec, date bar 0435 bar 2013 du 20 mars 2013, par laquelle le ministère de l'Intérieur a notifié à la Commission électorale nationale indépendante la révocation du gouverneur de la province de l'Équateur et conformément aux articles 160 à 173 de la loi électorale, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante rend public ces jours les décisions numéro 020 bar CENI bar BUR bar 13 et numéro 022 bar CENI bar BUR bar 13 du 8 avril 2013 portant respectivement organisation du nouveau scrutin et publication du calendrier pour l'élection des gouverneurs et de vice-gouverneurs de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo.
Les calendriers se présentent comme suit. Du 15 avril au 24 avril 2013, dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la Commission électorale nationale indépendante à Mbandaka. Du 25 avril au 29 avril 2013, retrait. Le 30 avril 2013, publication de la liste des candidatures recevables et non recevables. Du 1er mai au 4 mai 2013, dépôt des recours en contestation des listes des candidatures à la Cour d'appel de Mbandaka. Du 5 mai au 11 mai 2013, traitement des contentieux des candidatures par la Cour d'appel de Mbandaka à l'Équateur. Le 12 mai 2013, publication de la liste définitive des candidats par la Commission électorale nationale indépendante. Du 23 mai au 25 mai 2013, campagne électorale. Le 27 mai 2013, vote des gouverneurs et du vice-gouverneur par les députés provinciaux de la province de l'Équateur. Le Parlement, l'opposition sud-africaine exige au président Jacob Zuma d'informer le Parlement sur le déploiement des éléments sud-africains en République démocratique du Congo. Ces casques bleus devraient être déployés ici en RDC d'ici la fin du mois d'avril et cette décision de l'opposition sud-africaine se justifie suite au fiasco militaire en République centrafricaine et qui a coûté la vie à 19 hommes à Bangui. En économie, la réunion hebdomadaire, la réunion de la Troïka stratégique présidée tous les lundis par le Premier ministre Matata Ponyo, la croissance économique, la transformation des entreprises publiques et l'interdiction de l'importation des véhicules et la menace sur la grève des chauffeurs des poids lourds ont été les sujets évoqués. Les détails avec Jean-Louis Miaswekama. La Troïka est inquiète ce lundi 8 avril 2013. Les chauffeurs des véhicules poids lourds du tronçon Matadi-Kinshasa menacent de gréver. Le gouvernement réitère une nouvelle fois et demande une nouvelle fois aux employeurs de s'en tenir à l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de leurs employés. Engagement portant sur l'amélioration des conditions salariales pour éviter effectivement des perturbations dans l'approvisionnement de Kinshasa et d'autres parties du pays en produits importés. La transformation des entreprises publiques a également figuré en bonne place dans la réunion de la Troïka. Nous avons pour le moment de meilleures indications des efforts que nous devons faire pour une croissance un peu plus forte, essentiellement en visant à lever les obstacles à la croissance, notamment ce qui concerne l'électricité, ce qui concerne le rail. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'inscrire ces efforts dans le cadre de la transformation de ces entreprises. Nous parlons donc de la SNCC, nous parlons de l'Ex-Sonatra, nous parlons de la SNEL et de la Régie des eaux. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Mukoko Samba, a également rappelé que l'interdiction d'importation de vieux véhicules est toujours en vigueur. La RDC ne peut pas être une poubelle du monde, a-t-il réaffirmé. Bonne nouvelle pour les habitants de la Tchango, en particulier tous les Quinois d'une manière générale. Le train urbain aéroport-gare centrale a repris le trafic ce lundi 8 avril 2013. Et le coup d'envoi a été donné à la gare centrale de Kinshasa par le ministre de Transport et Voies de Communication. Africa Mojenga Mathieu Ngalikovi pour les détails. Après 4 mois de travaux sur la voie ferrée, le trafic de train urbain aéroport centre-ville a repris ce lundi 8 avril sous l'impulsion du ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba. Et comme vous le savez, le gouvernement a mis un point d'honneur sur ces questions de mobilité dans la ville de Kinshasa notamment. Et d'une part, le gouvernement travaille acharnement à la mise en exploitation des nouveaux bus à travers Transco que vous connaissez déjà. Et donc, d'autre part, il faut transporter la masse. Et ça, c'est à travers les trains urbains.
Et donc, c'est de ce point de vue que nous sommes particulièrement intéressés à ces efforts que déploie l'ONATRA. Pour le numéro 1 de la Société commerciale des transports et ports Tito Umbadi Malanda, la reprise de ces trafics va faciliter les déplacements de la population de l'Est de la capitale vers le centre-ville en toute sécurité. Je suis très content parce que son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, pendant qu'on attendait les trains, il dit qu'il voudra bien un jour visiter cette ligne-là. Et au courant de cette visite, nous osons croire que nous aurons des grandes décisions que le gouvernement pourra prendre pour essayer d'éviter cet empiètement de la voie et ces différentes difficultés que nous avons le long de la voie chemin de fer Aéro-Gare Centrale. Une victoire pour le directeur des chemins de fer interurbains. Martin Loukoussa n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Nos impressions ne peuvent être que les impressions de joie. Parce que vous savez que nous avons pour mission de transporter les masses. Nous, en chemin de fer, nous avons comme premier principe la sécurité de la voie, des matériels et des personnes que nous transportons. Après la gare, la délégation s'est dirigée au port de l'ONATRA pour le lancement officiel de la vedette des SCTP, obtenu grâce au partenariat du ministre des Transports et Voies de Communication et celui des ITPR, entendez, infrastructures, travaux publics et reconstruction. Cette cérémonie s'est clôturée par la visite des responsables de la SCTP dans la salle de surveillance de Beach Ngobila. Encore une bonne chose pour les Quinois. Eh bien, l'Institut de Lagombe connaît depuis près de 40 ans la première réhabilitation complète de ses bâtiments et sur fonds propres du gouvernement. La remise officielle des clés des bâtiments a eu lieu ce lundi matin en présence du Premier ministre Matata Ponyo. Le point avec Dieu merci Nzoma Biala et Précieux Mangonzoy. Lors de sa visite le 17 juin 2011 à l'Institut de Lagombe, le chef de l'État avait instruit le gouvernement de réhabiliter les bâtiments de cet établissement scolaire. 2 ans après, voici le résultat. Les premiers constitués de 19 salles de classe, 11 bureaux, une salle informatique, une bibliothèque, une salle de saisie, une cuisine, une salle de pratique, une buanderie, un appartement, 26 box sanitaires au préau, 2 box sanitaires pour les administratifs et 6 box à l'étage. Le second bâtiment comprend 20 salles de classe, 9 bureaux, 1 studio et salle de conférence, un laboratoire de chimie, un laboratoire de physique, un laboratoire de biologie, un laboratoire de l'électronique, un appartement, 20 box sanitaires au préau, plus 4 douches. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots. Nous sommes très flattés, très fiers pour la réflexion de notre école que vous venez de hisser au niveau des écoles modernes du monde, qui permet, à partir de ce jour, d'offrir un cadre plus sécurisé, plus modernisé et propice à une formation de qualité. Matata Ponyo, qui a reçu officiellement les clés des bâtiments au nom du président de la République, a appelé les élèves à la rigueur, qui est le fondement de la réussite. La rigueur constitue la fondation du succès. Comme vous êtes encore à ce niveau-ci, il faut mettre ça dans votre tête, que la rigueur, c'est la clé de votre succès. À l'issue du tour du propriétaire, le numéro 1 de l'exécutif congolais a été interpellé par les élèves de la maternelle. Leur SOS se rapporte à l'état des délabrements avancés dans lequel se trouve leur bâtiment avec des toilettes bouchées. Le Premier ministre a promis de s'y atteler. L'avenue Ring 1, située dans la commune de Ngaliema, ma campagne, est totalement délabrée depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, elle ne peut plus être comptée parmi les belles avenues de Kinshasa. Avec des câbles électriques qui sont à découvert, il est pratiquement impossible d'y passer pendant qu'il pleut, au risque d'être électrocuté. Le constat est fait par Nadine Ngalula, Noéla Mukendingoy et Josène Belebele. Elle était d'une lignée noble, parmi celles que l'on estimait d'une classe bourgeoise. Mais aujourd'hui, il ne lui reste que son nom. Sa beauté et sa notoriété font partie de l'histoire. Elle, c'est l'avenue Ring 1, au quartier Ma Campagne dans la commune de Ngaliema.
qu'on ne reconnaît plus car délabrés. On y jette les immondices. Les caniveaux sont bouchés et empêchent l'écoulement des eaux. Les habitants de cette avenue décrient aussi la vestuté d'un des tuyaux d'eau de la Régie des eaux, qui a cédé et créé un écoulement permanent d'eau. À cela, il faudrait ajouter les câbles électriques de la SNEL qui sont à découvert, un danger permanent pour les habitants de ce coin. Incroyable mais vrai, cette eau stagnante a un nom, le lac Macampagne, dans lequel les jeunes du quartier pêchent du poisson avec un moustiquaire depuis 2 ans. Difficile d'y croire, pourtant la réalité est là sous vos yeux. Il est plus que temps d'y remédier, surtout que même l'INSS, Institut National de Sécurité Sociale, a un bureau sur cette avenue. À la SNEL et la Régie des eaux de faire ce qu'il convient pour les habitants de l'avenue Ring 1 et à l'autorité compétente de s'investir pour la réhabilitation de cette route dans ce quartier aussi huppé de la capitale. En santé, l'enfant doit faire face à des besoins nutritionnels spécifiques liés non seulement à sa croissance mais aussi à son activité physique et intellectuelle de plus en plus importante. Les détails avec Patricia Bassois dans ce reportage. 5 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Mbanzangungu dans la nuit du vendredi 5 avril à samedi 6 avril 2013. Les dégâts matériels sont considérables dans cette agglomération. Des habitants emportés dans un gouffre implacable qui avale tout sur son passage. Les glissements des terrains seraient à la base de cette catastrophe qui laisse plusieurs personnes sans abri et qui menace de surcroît la nationale 1 toute proche. Les blessés sont évacués à l'hôpital d'Enso-Nankoulou et sont soignés aux frais du trésor public. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, de retour de Kamba, s'est empressé de leur rendre visite et déclare, je cite, « Autant nous devons enterrer ceux qui sont morts, autant nous devons prévenir. Il s'agit également de la désinfection. On sait que les gens utilisent l'eau de pluie et ces puits ont été contaminés parce que toutes ces parties là est sous les eaux. Pour le moment, il y a des solutions qui sont envisagées pour faire venir dans la ville des produits pour potabiliser l'eau afin d'offrir à cette population une alternative. » Fin des citations. Bien avant Mbanzangungu, le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, était en Kamba où il venait de prendre part au nom du chef de l'État et du gouvernement aux festivités marquant le 92e anniversaire de l'église kimbangiste et a transmis les félicitations du président de la République et celles du chef de gouvernement au chef spirituel Simon Kimbangu Kiangane. L'unité, c'est le langage dont le professeur Mukoko Samba s'est servi en s'adressant à ses hôtes dans ces Kamba qui s'est construit mais qui éprouve encore des difficultés quant à son approvisionnement en énergie électrique. Vous venez là donc de suivre la visite du vice-premier ministre et ministre du budget aux habitants et personnes hospitalisées suite aux dégâts causés par la pluie diluvienne du vendredi 5 au samedi 6 avril dernier et qui a causé 5 morts. À Kamba, dans la province du Bas-Congo, les fidèles kimbanguistes poursuivent la commémoration marquant les 92 ans d'existence de leur église et la Sainte Seine a été l'activité de ce lundi 8 avril 2013. Les détails avec notre correspondant sur place, Sylvain Kapumbobo-Sengele. Les festivités marquant le 92e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste et le début du ministère du prophète Simon Kimbangu se poursuivent dès les bien ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 5e international de l'église située dans la province du Bas-Congo. Plusieurs délégations venues du monde entier, notamment de la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Angola et du Congo-Brazzaville, ainsi que les coordonnateurs de la maison civile du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ont à tour de rôle prononcé leurs mots de circonstances et ont fait également des témoignages sur les différents ministères accomplis par le prophète Simon Kimbangu sur cette terre. Au total, 307 catéchumènes kimbanguistes ont reçu à cette occasion leur sacrement de baptême des mains de quelques pasteurs de l'église. L'occasion a été propice pour les pèlerins kimbanguistes présents en Kamba, entrer en communion avec le Créateur à travers la cérémonie de Sainte-Seine, laquelle est faite au sein de CPF Saint-Patrick pour l'humanité et propres parents. Dans son allocution, Simon Kimbangu Kiangani, spirituel et représentant légal de l'Église, a invité l'Assemblée
ainsi que toute la population congolaise a constaté toute l'ère budgétaire dans la pluie. Depuis Kamba, village natal de Simon Kimbangu, à 225 km de Kinshasa, Sylvain Kapombo Bosseyele pour Antonda. Merci Sylvain Kapombo pour ces précisions. L'affaire Denis Lessi n'a pas encore fini de parler d'elle. Comme vous le savez, le pasteur et toute sa bande avaient été présentés le jeudi dernier à la presse au ministère de l'Intérieur. Et suite à cette arrestation, les Quinoises et Quinoises ont exprimé leur point de vue au micro de Patrick Borel-Moukendi et Juzen Belebele. L'affaire du prophète de la nation, Denis Lessi, pasteur titulaire de l'église Arche de Noé, a suscité des interrogations dans la capitale. Certains Quinois estiment que de tels actes avilissent l'image des églises de réveil. Vraiment un homme de taille comme ça, qui se disent surtout pasteur, grand pasteur et puis un prophète des nations. On peut l'entendre dans des choses pareilles, peut-être d'escroquerie par exemple. Non, ce n'est pas digne d'un pasteur. Là, en tout cas, ce n'est pas bien. Je ne dis rien de Denis Lessi. Je suis pour Papa Ntawa. Je me réserve de beaucoup. Je regrette beaucoup. D'autres, par contre, se préservent de tout commentaire et préfèrent attendre le verdict de la justice. L'arrestation, qui dit arrestation, c'est mettre quelqu'un quelque part pour savoir ce qu'il a fait. Il est d'abord innocent parce qu'on ne l'a pas encore jugé. Mais maintenant, on va voir, quand on va le juger, on connaîtra ce qu'il a fait. Et s'il a mal agi, bon, c'est la justice de prendre de rendre son verdict. Ces faux pas confirment la mauvaise passe qui traverse les églises de réveil, ployant encore sous les jougs des pasteurs affairistes qui exploitent la parole de Dieu à des fins mercantiles. Voilà, je le disais, dans ce journal, on sentait que l'enfant doit faire face à des besoins nutritionnels spécifiques liés non seulement à sa croissance, mais aussi à son activité physique et intellectuelle de plus en plus importante. Des précisions avec notre spécialiste en questions sanitaires, Patricia Bassois. Les vitamines sont des substances importantes pour l'organisme d'un être humain, bien qu'il soit incapable d'en produire. Elles ont pour principale fonction d'aider à lutter contre les infections, car elles renforcent l'organisme. À ces jours, 13 vitamines sont répertoriées. Le plus connu étant la vitamine C, la vitamine D ou encore la vitamine B12. Chacune d'elles a un rôle bien spécifique. La vitamine C est très importante chez les jeunes. Elle permet en effet de renforcer les défenses naturelles. Celles du groupe B, vitamine B6 notamment, sont indispensables car elles veillent au bon fonctionnement du système nerveux. La vitamine PP, appelée aussi B3, est particulièrement intéressante pour son rôle énergétique, mais aussi pour son action dans la croissance. Les vitamines sont secondées par les oligo-éléments, qui sont des substances indispensables à la vie, qui entrent dans la composition de muscles, des organes et même des os. Les spécialistes s'accordent à dire que 15 oligo-éléments sont essentiels pour une bonne santé. Les principaux sont le fer, le cuivre, l'iode, le zinc, le fluor et le sélénium. On peut trouver les vitamines et oligo-éléments dans le fruit pour la vitamine C, la vitamine B2 dans les légumes verts, la vitamine B6 dans les avocats, bananes, les choux-fleurs et pommes de terre. La vitamine PP ou B3 se retrouve, elle, dans les aliments de la mer et la viande maigre. Le fer est présent dans les os, poissons, volailles, céréales complètes, lentilles. Le produit de la mer et soya ont du zinc. Le cuivre, par contre, est dans les légumes, la noix de Brésil et les raisins. Chaque groupe d'aliments apporte sa contribution à l'organisme, raison pour laquelle il est vivement recommandé de varier son alimentation. Cependant, si vous constatez des déficiences, il est possible de recourir aux compléments alimentaires afin d'éviter tout risque néfaste sur la santé. Elle a fait 100 ans et son nom. Margaret Thatcher, vous la connaissez, ex-premier ministre britannique, est décédée ce lundi 8 avril 2013 suite à une attaque cardiovasculaire, selon des précisions données par son porte-parole, Lord Timble. Le Royaume-Uni vient de tourner une page déterminante à son histoire contemporaine. Et à vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce lundi 8 avril 2013 dans la capitale, nous vous proposons une sélection dans cette revue de presse que vous propose Sylvie Fortuné-Moula. Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la prospérité qui s'est intéressée à la reprise de pourparlers de Kampala où les délégations du gouvernement et du M23 ont regagné la capitale ougandaise depuis le samedi dernier. Le quotidien s'est interrogé pour savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine à Kampala après la panne survenue depuis mi-mars dernier. La prospérité indique que le 11 avril prochain, la délégation du gouvernement et celle du M23 pourront signer un accord final
en rapport avec les conclusions de rapport de 2 parties transmis à l'office de M. Kiyonga Crispus, facilitateur de pourparlers de Kampala. Pour le palmarès, c'est un nouveau rendez-vous à Kampala avec de premiers couacs. Le journal ajoute que la délégation de Kinshasa devra en principe boycotter les travaux de Kampala aussi longtemps que le Rwanda et l'Ouganda garderont leurs hommes sur le territoire congolais. Les travaux des experts vont déblayer le chemin avant une plénière qui se chargera de les entériner. La République, quant à elle, s'est exprimée en ces termes. Le M23 négocie sa mort par la reprise de ce travaux. En croire le gouvernement, ajoute-t-elle, il ne sera pas question de négocier pour une quelconque amnistie ou une restribution en faveur de criminels. Le M23, qualifié de force négative partout dans le monde, n'a pas d'autre solution que celle de déclarer sa mort. Et Kinshasa refuse d'intégrer les criminels du M23, titre le guide qui fait mention à une déclaration du ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Médé, qui a déclaré qu'il n'est pas question de reprendre le criminel de M23 au sein de FRDC. La Manchette a pour sa part déclaré la fin de haricot pour Denis Lessi, qui a été présenté au ministère de l'Intérieur la semaine dernière à la tête d'un groupe de présumés escrocs. Au même sujet, Forum de ZAS indique que Jean-Baptiste Ntawa trahit le palou et salit l'église de réveil par sa propension à recourir à la corruption. Et Africa News a ajouté que Jean-Baptiste Ntawa est attendu au tribunal car le code pénal oblige que, comme son arnaqueur, Denis Lessi, l'ancien CG et ex-ministre du budget, est appelé aussi à s'expliquer devant un juge dans l'enquête pour corruption qui le vise personnellement. La même affaire a été à la une de Dépêche de Brazzaville qui indique que le responsable de l'église Arche de Noé, Denis Lessi, et ses présumés complices sont dans le beau drap. Ils sont en passe d'être déférés devant le cours des tribunaux pour une affaire d'escroquerie. La référence plus a plutôt évoqué la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État qui, pour le gouvernement, a permis de démanteler un réseau de fictifs très élaboré qui occasionnerait d'importants détournements de fonds publics. Et enfin, l'observateur a fait mention de la participation de la République démocratique du Congo à la 4e conférence régionale sur le Doing Business en République sud-africaine, organisée par l'Afrique du Sud avec l'appui de la Banque mondiale et de la Société financière de développement. Cette conférence vise le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires. C'est tout pour ce soir. Bon début de semaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous avez corrigé avec moi que c'était Patricia Molengombolekuni qui nous a proposé cette belle revue de presse. Merci aux 2 capitales proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Restez branchés sur les programmes de la chaîne de référence Antenne A. Bonsoir.